Hello et bienvenue dans Amulette Podcast, saison 2. Je suis Valérie Djoumessi et je suis entrepreneuse depuis quelques années maintenant. Je suis la directrice artistique du groupe familial Upgrade qui est géré par les Djooms. Je suis coach en développement personnel autour de la créativité, du style, de l'image et je suis également formatrice. Bienvenue dans mon podcast, je suis hyper contente et honorée d'avoir ton attention pour les prochaines minutes. Amulette, c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur parce que pour moi, la volonté, c'est de mettre en avant l'idée de la vulnérabilité, de l'authenticité et également de la liberté. Saison 2, on change un petit peu les choses, on se libère justement des cadres qu'on a pu mettre sur Amulette et on a des invités. Je suis hyper contente et j'ai tellement hâte de te faire écouter les super conversations intimes que j'ai eues avec des femmes et des hommes qui m'inspirent par leur courage, par leur vulnérabilité, par leur créativité. Et également, bien évidemment, toujours les monologues de Valérie qui te raconte sa life, également pour te donner le courage de raconter la tienne et d'aller en introspection dans ta vie et de te poser les questions et de ne pas avoir peur de toi-même en fait. Amulette Podcast, c'est ça, c'est thérapeutique pour moi, mais je pense aussi que ça l'est pour toi. Donc il y a une règle assez simple pour Amulette Podcast. Si l'épisode te touche, t'a remué, t'a fait réfléchir, alors ton devoir, le give back que tu dois me faire, c'est de le partager à 2 personnes autour de toi à qui tu penses que ça pourrait faire du bien. Et bien évidemment, tu peux commenter, tu peux liker, tu peux partager, tu peux même m'envoyer un petit message si tu le souhaites. Et en attendant, tous les épisodes sont disponibles sur le site upgradepodcast.paris/amulette. Tu peux y retrouver tous les podcasts de notre maison de production Upgrade Podcast. Amulette sort tous les vendredis en français and in English. Merci infiniment pour ton attention et c'est parti pour Amulette Podcast. Donc bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Amulette. Je suis Valérie et je suis votre host pour les prochaines longues minutes. On a déjà essayé de faire un timing court mais on sait qu'on va dépasser. Avec mon invitée qui est une femme assez extraordinaire que j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques années déjà parce qu'on était dans la même école de commerce. Et ensuite, on s'est suivis et puis on s'est retrouvés cet été et on a longuement parlé autour d'un verre, puis de frites, de la vie d'être humaine et nos galères et nos inquiétudes et nos incertitudes, mais également la beauté de tout ça et ce chemin qu'on est en train de faire respectivement pour être les personnes qu'on souhaite être et pour impacter le monde aussi à tout niveau. Donc, je suis hyper honorée d'avoir aujourd'hui Candace avec moi. Hello. Merci. Hello, je suis ravie d'être là et de poursuivre sous un angle différent les échanges qu'on a eus il y a quelques temps. Ouais, merci infiniment d'avoir accepté cette invitation, Candace. Généralement, je commence l'interview du podcast en te demandant qui es-tu en ce moment précis, Candace? Comment tu te définis? Vous avez 2 heures. Alors, j'ai toujours une réponse quasiment toute faite à cette question, mais là, je suis spécifiquement à une période de transition où j'ai l'impression d'être un animal en pleine mue qui est en train de se débarrasser de son ancienne peau corporate, peur de l'incertitude, besoin d'être rassuré, de suivre le schéma des autres et d'aller vers l'infini et l'au-delà, pour citer Toy Story. Mais voilà, je sors de mon dernier poste, je travaillais aux Nations Unies et avant ça, j'ai enchaîné des postes perçus en tout cas comme étant sexy, à mi-chemin entre l'entrepreneuriat, le coaching, le numérique et plein de choses. Et là, pour la première fois, je me suis dit, je vais donner une chance à mon cœur plutôt qu'à ma tête et de me dire, depuis le temps que je fais ces trucs pour les femmes, pour le coaching, etc., et tout ce qui m'intéresse sur la santé mentale, sur le côté, et si j'assumais ces passions-là au grand jour, en fait, que je les retirais du side et que je les mettais au cœur, sachant que ce n'est pas des sources de revenus stables pour le moment, etc. etc. Donc, qui est-ce que je suis en ce moment? Je suis une version de moi-même en pleine construction, mais dont je suis déjà très amoureuse, en fait, et qui, j'espère, m'aimera en retour. Oh, that is so cute! Oh my God, I love it so much. Il y a tellement de bonnes choses dans ce que tu viens de raconter. L'idée de la mutation que j'abordais aussi avec une autre femme assez exceptionnelle qui s'appelle Muriel Marie, qui est coach. Et on parlait de ça, en fait, du fait d'être en train, comme le serpent, en fait, de laisser nos peaux et de sortir une nouvelle version dont on souhaite être encore plus amoureuse et qui nous rende cet amour. C'est tellement juste, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai, quoi.
Donc c'est top, je suis ravie que tu sois sur ce chemin-là. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sautes ce pas-là, parce que tu passes quand même d'une forme de sécurité Oui, à l'inconnu? oui. Écoute, ça fait au moins, on est en 2020, ça fait au moins 8 ans, je pense, 7 à 8 ans que chaque fois que je lis la question, notamment dans les trucs d'entrepreneuriat ou les trucs de développement personnel, What would you do if you were not afraid? Oh God, yes. Et, et ma réponse à chaque fois, c'est je claquerai tout et je deviendrai coach. Mmh. Mais ensuite, ma réponse, c'est ouais, mais c'est pas réaliste. Mmh. C'est pas comme si tu peux vraiment en vivre et c'est pas comme si tu étais un vrai entrepreneur et machin. J'ai toujours été auto-entrepreneur, j'ai toujours eu des petits trucs sur le côté, mais jamais à temps plein. Et je me suis dit, ouais, dommage, mais c'est pas ça la vraie vie. Et puis, honnêtement, j'avais un gros crédit étudiant à rembourser aussi, hein, faut quand même le dire. Voilà. Ouais. Et là, ce qui s'est passé cette fois-ci, c'est que je suis allée au bout de l'exercice, en fait, de me mettre dans le modèle de quelqu'un d'autre Ouais. euh, et utiliser le véhicule des autres pour accomplir une petite partie de ma destinée. Et cette dernière aventure qui a été la mienne a été riche en enseignements, mais très riche en défis aussi. Et les défis ont ceci de très beau qu'ils te forcent à te regarder en face, en fait, te dire Ouais, waouh, c'est clair. euh, à quel point es-tu encore prêt à te trahir ou à ignorer les cris de ton cœur, en fait, pour rentrer dans le moule des autres. Et bien évidemment, 2020, le confinement, le repli sur soi, etc., profiter m'a permis d'approfondir encore plus la réflexion et de me dire, ouais, cette fois-ci, je suis une championne pour trouver du boulot. Je ne cherche même pas, ça vient me trouver. Il suffit juste que je me dise, j'ai envie de bouger d'ici pour que Mmh. maximum dans les 2 mois qui viennent, quelqu'un m'appelle pour me dire, hey, ça ne dirait pas de faire un truc et ça tombe très bien, c'est un truc que j'aurais voulu faire. Et là, cette fois-ci, je me suis dit, cette fois-ci, je ne vais rien faire. Je ne vais rien faire et on va voir ce que le vide va donner. Donc, je pense que la combinaison de ce processus lent, c'était toujours dans l'arrière de ma tête, plus arriver à une certaine zone d'inconfort dans ma vie, entre guillemets, corporate, plus ce confinement, ont créé la magie qui a fait que ça arrive maintenant. J'avais toujours en tête que ça arriverait peut-être à la fin de cette année, peut-être l'année prochaine, peut-être, tu vois, cette date qu'on se fixe, qu'on respecte parfois, parfois pas. Mmh. Mais voilà, l'enchaînement de circonstances a fait que c'était le bon moment et je suis reconnaissante que ce soit arrivé à ce moment-là. OK. Et quand tu poses ces actions-là, est-ce que tu considères que tu vas dans le sens de la fille modèle, justement, qui est d'ailleurs le sujet de cette émission? Ou est-ce que tu vas à Mmh. l'encontre et que tu es justement en mode: «Je dépose ou je mets de côté la petite fille modèle, ce qui est attendu de moi pour faire plaisir à tout le monde et je fonce»? C'est exactement ça. Je suis l'archétype de la fille modèle parce que je suis l'aînée de famille. Je suis même Mmh. la première petite fille de mes grands-parents. Waouh! Et tu vois, celle sur lesquelles l'enfant de l'école, on m'a sculpté en enfant de l'école, celle qui fait ce qui doit être fait et celle qui est définie par ses résultats à l'école et la valorisation qu'elle apporte au nom de la famille de part et d'autre. Et j'ai toujours été très à l'aise dans ce rôle-là parce que finalement, voilà, les autres ne me paraissaient ni sécurisants ni stables, ou en tout cas, on m'a jamais valorisé, on m'a jamais valorisé parce que j'étais jolie ou juste parce que j'étais un être humain, c'est toujours par des résultats que j'accomplissais avec mon cerveau. Et, euh, et j'ai toujours apporté satisfaction jusqu'à très récemment, parce que même quand je faisais des choix un peu aventureux de elle part en Côte d'Ivoire, quoi faire? Ah, elle est à Côte d'Ivoire, elle part en France, pourquoi? mais, Ouais. mais à chaque fois, on se dit non, mais en fait, elle sait ce qu'elle fait. Ah, elle quitte la France et rentre encore au Cameroun. Mais pourquoi? Mais à chaque fois, les gens s'inquiètent et réalisent que non, mais Kanda, c'est vraiment une fille modèle parce que tous les choix qu'elle fait vont dans le bon sens. Donc, on va commencer à lui faire confiance. Et puis, quand il commençait à se dire, ah ouais, c'est ce qu'elle fait et tout ça là, j'arrive en grande trompe aux Nations Unies pour la gloire de tous les patriarches de ma famille. Hein, c'est quand même, je pense qu'après la présidence ou avant la présidence, c'est le truc le plus prestigieux perçu pour les gens d'une certaine époque. Et commencer à dire à des personnes autour de toi que ouais, non, je vais arrêter. Ah, pour aller où? Nulle part. Ça passait pas. Ça passe pas, ça passe pas pour tout le monde en tout cas. Mmh. Mais je te dis, Valérie, cet été, je suis allée pour la première fois comme jamais, quasiment à la rencontre de moi-même, de qu'est-ce que c'est une Candace qui se lève pas le matin avec la boule au ventre, qui passe pas son temps à courir le matin, courir le soir, dormir à moitié, crever, qui a pas vraiment de vie et qui même le week-end finalement est tellement accro à travailler qu'elle continue de travailler, quoi. Candace qui prend le temps, qui a toujours en elle la voix
où les voix de ce fantôme de la petite fille modèle de mais tu vas te casser la gueule, Ouais, retourne à l'école, prends ton stylo et va voir la maîtresse et dis que tu excuse-toi, j'en sais rien. exactement. Mais la Candace, un peu rebelle, en fait, j'ai l'impression que c'est quelqu'une qui a été vraiment oppressée, pas oppressée, mais qui s'est vraiment auto-censurée, qui s'est cachée au fin fond de mes tripes et qui renaît et it feels good to be free a little bit, tu vois. Yeah. Qu'importe où cela nous mène, hein, parce que c'est vraiment, Ouais. c'est la réalité. À la fin de la journée, il faut payer un loyer aussi et tout ce qui va avec. Mais là, je me sens plus puissante et plus abondante que jamais, quoi. Et voilà, we'll see where it goes. C'est trop cool. Franchement, c'est tellement cool et cool et cool. Et en même temps, je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis, dans cette tendance parfois workaholic, où on est là et on est tellement des warriors et nous, on sait faire. Et s'il faut porter 14 tonnes, et ben on le fera, on trouvera une solution. Et s'il faut faire, on le fait avec des talons et machin. Et c'est bien, tu vois, et c'est cool. C'est bien d'être une warrior et c'est bien d'être quelqu'un qui sait travailler. Mais il n'y a pas que ça. Il y a pas que ça et souvent quand on est dans ces tendances-là ou même surtout quand tu aimes ce que tu fais, et plus tu aimes ce que tu fais, plus c'est difficile d'arrêter. Moi, je m'en rends de plus en plus compte. Je suis parfois le week-end, je suis en mode: «Non, mais attends, je peux juste ouvrir mon ordi et faire 2-3 trucs». Mais quand est-ce que tu t'arrêtes? Quand est-ce que tu te reposes? Quand est-ce que tu ne fais rien juste? Mais tu sais, moi, c'est un truc que je suis en train d'apprendre, hein, véritablement. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je rentre et c'est dans la logique de muer et laisser sa vieille peau comme un serpent qui change de saison, là. Il y a des fois où je suis déjà dans les mêmes logiques de surmenage, de oh, mais il faut que j'envoie ça, et puis que je fasse cet email, et que je me lève, machin, etc. et tout. Et parfois, en fait, c'est un truc que je fais depuis récemment. Je me réveille le matin et je suis déjà fatiguée parce que j'ai dormi tard, j'ai regardé les écrans trop tard. Ouais. Euh, je me réveille avec un mal de tête que j'avais déjà en me couchant et tout ça. Je me dis, ouais, mais là, faut aller pousser, faut envoyer tes mails, faut poster tes publications et tout. Et depuis quelques semaines, il y a des actes de rébellion que je pose de temps en temps en pleine semaine. Et c'est ça la beauté de ne pas avoir un boulot 9 to 5 salarié. Je me dis, vous savez quoi, ici, là, je vais rester couché jusqu'à ce que je n'ai plus sommeil. Ça, c'est clair et même le sommeil Et va avoir pitié. oui! Non, mais et je me dis, mais comme je suis une hyperactive et une stressée, la réalité, c'est que le sommeil part très vite chez moi. Je me dis, Ouais. en réalité, à 5 heures, mon cerveau est déjà très bien Waouh! réveillé, même si mon What? corps a mal partout, tu vois. C'est 5 pas nécessairement une bonne chose, c'est que mon Ah oui, non, cerveau, non, il n'arrête pas de cogiter toute ouais, la nuit et le matin, il est en mode, il faut qu'on se ouais. lève, il faut qu'on aille, il faut que. Et du coup, pour canaliser ça, il y a des fois où quand je sens que ça commence à chauffer, maintenant que je suis pas obligée de courir au bureau le matin, je me dis, vous savez quoi? Je vais rester au lit. Que Ouais. j'ai sommeil ou pas, je vais rester au lit jusqu'à ce que j'ai l'impression que mes énergies sont revenues là où elles sont revenues. Et même si ça implique rester lire un livre, même si ça implique regarder Netflix le matin, Oh tu my vois. God! Ah What? oui, 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 oui. Acte de rébellion La absolue, mais rébellion pour la petite totale! fille, mais pour la C'est clair. petite fille sage, il y a une voix qui te dit, mais tu vas être une ratée, tu vas finir sous les ponts. Tu regardes Netflix le matin, mais qu'est-ce qui n'a pas marché dans ta vie, tu vois? Et, euh, et ça fait un bien fou parce que ça fait qu'au final, ma journée de travail, plutôt que de démarrer à 8 heures ou à 9 heures, elle démarre à 11 heures, voire à midi. Mais le travail que je vais faire de midi jusqu'à la fin de la journée n'a rien à voir avec celui que j'aurais fait en essayant de me fouetter, etc. Donc, c'est des choses que j'ose tester qui serait difficile à implémenter dans un monde du travail corporate. Et j'espère, oui, honnêtement, pour l'instant, so far so good. Surtout qu'en plus, il n'y a pas que la petite fille modèle dont qu'il faut censurer un peu. Il y a aussi le mythe de, en tant que personne noire, en tant que femme noire, il faut qu'on travaille 4 fois plus, 10 fois plus que les autres. En plus, on a ce rapport malsain à la souffrance et à la douleur qui est de, il faut souffrir pour être belle. Donc, c'est normal que ta coiffeuse t'arrache les tempes à chaque fois. Il faut souffrir dans le mariage, c'est pour ça qu'il faut accepter d'être dans des mariages toxiques. Il faut souffrir à l'école, il faut souffrir au travail, parce que c'est par la souffrance que passe ta prospérité. Et pour avoir testé tout ça, Not good. euh, nope, en fait, tu peux aller beaucoup plus loin en étant bien, en fait. Et c'est ça, avant de prêcher ça aux autres, je me l'applique à moi-même et pour l'instant, je valide, quoi. Ouais, ouais. Donc toi, en fait, tu es, et à la fois donc la plus grande de ta famille, de ta fratrie et en plus, tu as la pression d'être la première petite enfant finalement de ta famille. Donc en termes de Ouais. charge mentale, on parle pas souvent de la charge mentale des premiers. C'est surtout quand tu es une fille, en plus, c'est la déception de que tu sois une fille: «Ah bon, on l'aime, hein, mais ah merde, comment on va faire?»
hein, comment on va léguer les terrains, tout ça. Donc, Ah, comment tu vis ça? Comment est-ce que ça a impacté, en fait, ce truc d'être encore plus, OK, c'est pas grave, je suis peut-être une petite fille, mais vous inquiétez pas, vous ne serez pas déçus, tu vois? bah, tu vois, je pense que ce qui s'est passé, c'est que il y a eu, et je sais que cette déception de ah, c'est une fille, mais on va Mmh. l'aimer quand même. Après, j'ai un grand-père paternel qui était très, voilà, il était très dans la dynastie et tout. Donc, que tu sois un garçon, une fille, bon, dommage, ça aurait dû être un garçon, mais ça va être une digne héritière aussi, en fait. Donc, très Exactement. vite, très tôt, on t'éduque à être cette machine académique. On t'explique que quand tu auras ton doctorat et que tu reprendras le cabinet d'avocat de ta tante du haut de tes 5 ans, donc on te conditionne, quoi, tu vois, ton environnement te conditionne, tu vois. J'ai eu la chance d'avoir des grands-parents euh, relativement éduqués pour leur époque. Ouais. Du coup, c'était pas, les célébrations, c'était pas oh, tu es jolie, oh, tu es gentille, c'est ah, tu sais lire, c'est bien. Mmh. Ah, tu as eu telle note, c'est super, etc. Donc, toi, tu réalises que bon, j'ai pas le sentiment qu'on m'aime outre mesure, mais chaque fois que je fais des trucs à l'école, et que je rentre dans le délire de mon grand-père qui dit tu seras l'héritière de la dynastie parce que tu vas reprendre le cabinet de ta tante et un jour peut-être la présidence de la République, et que tu as ta Aïe! grand-mère maternelle de Ouais. l'autre côté qui te dit, mais ça partait d'une bonne intention et ça me faisait du bien, parce que c'était les seuls compliments que je recevais, qui me disait quand j'avais 8 ans, tu es une intellectuelle, mademoiselle. Tu vois, c'est Waouh! comme ça que ma socialisation s'est construite. Et à chaque fois, on me disait, parce que je suis grande, tout le monde n'est pas grand dans ma famille, Mmh. mais le grand frère, le frère aîné aussi de ma mère, le premier de la fratrie, est avocat et est très grand aussi. Et à chaque fois, on me disait, tu seras comme Jean Faustin, parce que lui aussi, premier de la classe, est né torturé, même délire, premier de Ouais. la classe, qui a fait la bonne carrière et tout. Donc, on a fait ce travail-là. Et je pense que, puisque j'ai réalisé que juste en étant une petite fille et potentiellement imparfaite, je n'étais pas si intéressante que ça, je me suis très vite accrochée au rôle d'enfant de l'école et d'aîné responsable. C'est pas un rôle, aîné responsable, c'est pas un rôle qui me plaisait particulièrement, mais on m'a pas nécessairement donné le choix. Ouais. Et c'est tout ce que j'avais devant mes yeux, en fait, comme source de construction. Donc, c'est ce que j'ai choisi. Après, la chance que ça m'a donné, c'est que ça m'a donné une éthique de travail, une envie de réussir et d'avancer, qui m'a donné les outils pour devenir indépendante par la suite, me sortir de certaines situations. Et honnêtement, aujourd'hui, avoir le luxe de dire je vais démissionner, je vais essayer de monter mon truc. Je veux dire, si je n'avais pas construit la carrière que j'avais, qui a fait qu'un jour on puisse m'appeler aux Nations Unies pour que je puisse mettre un peu de côté le temps de survivre 3 mois, tu vois, l'un dans l'autre, ça a Bien sûr. servi, mais je rêve d'un monde et d'une Afrique notamment, en tout cas subsaharienne, où on aime et on élève les enfants pas seulement pour la gloire et pour ce qu'ils peuvent produire économiquement, mais qu'on leur apprenne à se sentir aimés, aimables juste parce qu'ils sont, surtout pour les filles en fait, parce que Ouais. ça en plus ça te met dans une posture où c'est souvent dit la femme indépendante, la femme professionnelle, etc. Elle est inaccessible, elle est intimidante, elle est nanana, elle est compliquée, etc. Ce n'est pas nécessairement vrai, mais c'est vrai que quand le monde t'a appris, surtout quand tu t'es attelé à être une bonne fille, bonne jeune femme et tout, parfois tu as du mal à construire des relations saines sans être dans une logique de attends, je vais te prouver que je suis quelqu'un de bien parce que j'ai un bon boulot, parce que j'ai un bon ceci, parce que j'ai un bon cela, etc. Tu as toujours tendance à vouloir trop prouver comme tu le faisais dans le cas de ta famille, ce qui est assez paradoxal parce que en général, les hommes, en tout cas les hommes masculins, si c'est ce qu'on préfère, s'en foutent un peu, quoi, tu vois. Donc, Mmh. Ouais, c'est clair. il y a plein de ramifications à cette histoire de petite fille modèle, d'aînée qui porte toutes ces charges sur toi. C'est vraiment important, je trouve, hein, si tu veux être en mesure de vivre ta vie et non pas ce que les autres ont projeté sur toi au fil de l'histoire, d'oser se débarrasser de tous ces manteaux-là et aller un peu à poil hein, à l'aventure, Ouais, à te retrouver toi dans ce ouais, bazar-là. Mm. complètement et en plus, tu vois, tu as noté quelque chose qui était hyper intéressant, c'est que physiquement, tu es très grande et le truc de petite fille, ça veut dire qu'à un moment donné, tu n'assumes pas aussi totalement cette grandeur qui est en toi, qui est
qui en chacun d'entre nous, mais qui, toi, est en plus, est physique en plus. Donc, tu vois, c'est sûrement une belle contorsion, belle toute chose, tu vois, je mets des grosses guillemets, mais une sacrée contorsion, en fait, pour finalement n'habiter que cette petite fille et pas la grandeur de ce que tu es, tu vois. Et ouais, c'est... Ouais, et pour ce qui est des relations, ok, alors let's talk about this, parce que la petite fille modèle, en effet, paradoxalement, ça peut donner donc cette femme indépendante qui est lâche ou warrior, etc. Et je te rejoins sur le fait que c'est pas parce que tu es warrior indépendante que finalement, dans les relations, tu es la personne qui va avoir cette même... comment dire, il n'y aura pas justement de rébellion, en fait. Tu vas être cette petite fille modèle qui peut donc accepter tout et n'importe quoi. Et c'est ça, pour moi, le danger de la petite fille modèle, de ne pas savoir dire à un moment donné, non, je ne veux pas, non, je ne suis pas d'accord, non, cela ne me convient pas, non, je ne mérite pas ça. Ça peut t'amener vraiment dans des situations très complexes dans tes relations avec tes partenaires. Ah, absolument, absolument. Et c'est vrai que, tu vois, en plus, ce côté aîné, très, voilà, il faut être arrangeant, il faut être dans la coopération, faire que les choses marchent, etc. Tu peux souvent avoir tendance à rentrer dans les relations avec un sens de responsabilité beaucoup trop gros, surtout quand tu rajoutes cette couche issue de nos environnements, en tout cas, où on t'apprend à supporter, on t'apprend à... Oh, il faut... En fait, tous ces trucs de manipulation des femmes africaines pour tolérer des relations qui ne les servent pas. Tu vois, tolérer des comportements dans les relations qui ne les servent pas. Ok, en fait, je suis censée souffrir, je suis censée le soutenir, même s'il ne se soutient pas lui-même et même s'il ne me soutient pas, je ne suis pas censée en demander trop, je suis censée tout faire pour naviguer cette relation, pour un jour me faire épouser et avoir des enfants pour que ma famille soit contente derrière. Ouais. Et en tout cas, si un jour tu arrives à un moment où tu te retrouves, tu réalises que ça ne marche pas, que ça ne joue pas, comme on dit ici en Suisse. Pour être capable de survivre dans dans une relation qui ne te sert pas, il faut te trahir continuellement. Exactement. Écouter et ignorer les cris de ton cœur, de ton âme, de ton corps, même parfois qui te dit tu n'es pas censé être ici, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Parce que tu es accro à ce que ton cerveau reptilien et la foule derrière te demande de faire pour la préservation du statu quo, en quelque sorte. Après, moi, j'ai eu la chance non seulement d'être témoin pendant mon enfance, mais aussi vivre personnellement un certain nombre de relations extrêmement dysfonctionnelles, tellement dysfonctionnelles que tu as le choix entre partir et mourir, quoi, tu vois. Donc, ça te recadre très rapidement parce qu'à la limite, si tu as des relations moyennement dysfonctionnelles, tu supportes, toutes tes copines supportent aussi, bon, voilà, tu restes pendant quelques années dans une forme de médiocrité, mais cette relation que j'ai en tête en particulier, là où il y avait quand même de la violence, m'a appris à décider que, oh, en fait, on va arrêter, on va fuir. Parce que c'est ce qui s'est passé. Je suis arrivée à l'ESSEC en fuyant une relation violente. Et depuis ça, j'ai décidé qu'il n'y a aucune promesse de mariage, d'enfant, etc., qui va me faire rester dans une relation où je ne me sens pas honorée en tant que femme, en fait, où je ne me sens pas être en mesure de devenir la meilleure version de moi-même. À côté de ça, contrairement à ce que les gens disent, c'est très bien ce que tu disais justement sur l'impact de la petite fille modèle. Moi, je veux que les gens soient heureux, tu vois. Je dis que dans un couple, les gens ont beau percevoir ma vision professionnelle de ouais, Candace, elle doit être tellement intimidante, on ne peut pas la contrôler. Bon, oui, on ne peut pas la contrôler, c'est pas le but non plus. Mais, Hello, that's the goal, baby. Tu vois, mais les gens ont l'illusion que voilà, parce qu'elle croit qu'elle a une carrière, parce qu'elle a voyagé un peu, parce qu'elle est grande, c'est sûr que c'est une castratrice, etc. Ce qui est archi faux. Je suis la fille la plus pisse. Et si tu me mets bien, c'est comme une citation que j'ai vue sur Instagram. On dit I'm not a snack, I'm a garden. Donc je suis pas un snack, je suis un jardin. Si tu m'arroses et tu me traites bien, je vais te nourrir toute ta vie. C'est clair. T'as vu? C'est clair. Et ouais, donc. I'm a garden. Actually, I'm a fucking garden. Oui, I'm a garden. Like, if you nurture me and you treat me right, I'm going to feed you your entire life. Tu vois?
Et je rêve d'un monde où on ne soit pas juste des petites filles modèles qui se positionnent soit en snack, soit en arachide, vite fait, ou je sais pas quoi, en fonction de ce que la personne en face veut bien offrir, mais de dire, hey, me voilà dans toute ma splendeur jardinale. Si tu as les outils pour labourer, écoute, let's do this. Et si tu n'as pas, écoute, continue d'aller chercher tes chips là où tu veux. Et puis, voilà, en attendant, moi, je suis bien, quoi. En tout cas, c'est ça en quoi je crois, parce que si tu commences pas des choses sur des bases saines, tu prends le risque de reproduire c'est tous ces traumas intergénérationnels que l'on connaît déjà trop bien. C'est pas intéressant. Mais tu sais, parfois même c'est difficile, hein, pour le coup, pour moi aussi, avoir été dans ce type de situation-là, et je pense à une relation bien en particulier. Tu as beau avoir conscience des traumas transgénérationnels, parfois, tu sais, tu cours pour éviter de te faire manger par le Njunju, donc le monstre. Et comme tu te retournes pour voir où il est derrière toi, tu ne vois pas que tu tombes dans le trou du Njunju, du monstre. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, et en fait, moi, c'est ça qui m'est arrivé. C'est-à-dire que je me disais, ah, moi, je serai jamais comme si. Et généralement, je regardais les relations qui étaient dans ma famille, les relations de mes parents. Je me disais, ah non, mais moi, non, 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 je serai pas comme si. Tu sais, avec cette audace en plus de se dire, non, mais moi, je sais comment il faudrait faire. Alors que quelle belle claque, tu vois. Et donc, tu cours pour ne pas faire ça. Et finalement, en courant, tu tombes dans exactement la situation que tu voulais éviter. Donc, dans la relation dysfonctionnelle, qui peut être toxique, qui peut être abusive. Et tu es là et tu es bloqué. Et au fur et à mesure, tu t'effaces et tu te diminues parce que tu veux, au fond, en tout cas, là, ce que tu as dit par rapport aux enfants au mariage, ça résonne énormément en moi et je n'avais pas totalement comment dire, embrassé ça dans ma définition, comment dire, dans le raisonnement que j'ai eu après cette relation, de me dire, OK, voilà un peu l'état des lieux, voilà ce qui s'est passé. C'est une nouvelle information pour moi, de me dire, à un moment donné, tu attendais quand même que ce mec t'épouse. Tu attendais d'avoir des enfants. Tu attendais qu'il te choisisse. Ouh. Ça, en fait, même si, avec toute la dysfonctionnalité qu'il y avait, tu attendais quand même qu'il te choisisse pour être, du coup, la première de la classe. Damn. Yes. Et quand tu regardes ça, tu dis, mais c'est-à-dire que comment est-ce que j'ai pu être aussi vide de l'intérieur? Qu'est-ce qui s'est passé pour que j'en sois arrivée à accepter tout ce que j'ai accepté? Donc, il y a quand même une partie de responsabilité, il y a une co-responsabilité, mais quand même accepter tous ces abus-là et me dire, j'espère qu'il va vraiment me mettre genre les menottes à vie avec un enfant et avec un mariage. Comme ça, je serais en prison éternellement. Et donc, je reproduis. Mais du coup, la question que je te pose, quelle aurait été l'alternative, tu vois, quand tu sors justement de cet environnement dysfonctionnel que tu ne veux absolument pas reproduire? Parce que j'ai eu exactement le même parcours. Comment est-ce que tu fais pour ne pas tomber dans le trou? J'ai presque l'impression que le trou est une espèce de passage initiatique obligé de forcer à en se ressortir, et c'est là que tu peux dire, OK, là, je casse la malédiction, en fait. Donc, je sais pas. Franchement, honnêtement, aujourd'hui, avec le recul de tout ça, je suis tellement reconnaissante pour cette relation. Vraiment. C'est-à-dire que ça a été difficile, je me suis perdue 1 milliard de fois, j'ai fait, je sais pas combien de crises existentielles. À un moment donné, je me suis dit: «À quoi ça sert, en fait, d'être en vie, tu vois, si lui, il veut plus être avec moi? Vraiment, ça sert à quoi?» Et je sais qu'aujourd'hui, l'endroit où je suis là, où je suis amoureuse de moi-même et moi-même me rend l'amour, comme tu as dit, ça aurait pas été possible sans cette relation. Alors peut-être qu'il y a d'autres chemins, mais en tout cas, dans mon cas, là, sans ça, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Donc pour moi, c'était inévitable et c'est ce que c'est et je suis reconnaissante. Et dans toute cette dysfonctionnalité, il y avait aussi beaucoup d'amour. Ça, c'est clair. Maintenant, c'est pas un amour qui était sain et qui permettait pour toutes les deux, parce que c'est pas qu'un côté, mais pour tous les deux d'être totalement épanouis et d'être en paix et donc de ne pas porter chacun le poids de nos familles dysfonctionnelles, de notre histoire qui est patriarcale, qui est esclavagiste, qui est coloniale. Tout ça, moi, c'est le résultat. On est le résultat profondément de tout ça. Donc, pour moi, et c'est ça
me fait faire ce que je fais aujourd'hui et d'aider un maximum des personnes, racisées ou non racisées d'ailleurs, mais que l'histoire coloniale qu'on a vécue, esclavagiste, elle a un impact aujourd'hui. Quand on a des familles qui sont dysfonctionnelles, quand on a des parents qui ne sont pas présents, des mères qui sont seules, des pères qui ne sont pas là, et des gens qui se font des addictions, etc., c'est en partie lié à cette histoire. Il y a d'autres éléments, mais c'est fondamentalement lié à ça. Il y a des traumatismes qui sont puissants. Tu peux dire ce que tu veux en disant oui, mais moi, je suis jamais allée dans mon pays d'origine. T'inquiète pas, ton pays d'origine et ton histoire sont en toi, dans chacune de tes cellules. Ils sont là. Dans chacune de tes décisions. Ouais. Donc, je ne sais pas si c'est possible d'éviter ça. En tout cas, ce que je sais, c'est que là, moi, d'être à ce niveau-là, j'ai bel espoir que, du coup, en étant également transparente sur mon chemin et en libérant la parole un maximum, ce que j'ai voulu vraiment faire dans cette saison 2, donc de dire les choses et de plus faire semblant, de moins faire semblant, pour mon prochain partenaire ou pour mes prochains enfants, d'être transparente sur mon histoire et de leur expliquer et de ne pas mentir. Et que même s'il y a des choses difficiles et même s'il y a des secrets, et Dieu sait qu'il y en a, de dire. Parce qu'il faut que ça cesse. Et c'est ce que Oprah disait, je ne sais pas si elle citait quelqu'un en disant que la vérité libère, en fait. La vérité libère. Voilà, ça va à l'encontre de cette culture du secret qu'il y a dans beaucoup de nos familles et de nos cultures, il faut cacher les choses sur le tapis, il faut faire semblant pour machin, etc., qui en réalité te pourrit de l'intérieur. Et je suis vraiment heureuse que tu sois sur ce chemin-là et que, à ma façon, je sois aussi sur ce chemin-là, sur le chemin d'un cheminement plus authentique, plus transparent, qui évite aux gens de tomber exactement dans les mêmes trous les uns que les autres, parce qu'on fait semblant que tout va bien. Exactement. Je ne sais pas si tu connais le film Les Rivières, je ne sais pas si je t'en avais parlé de ce film, ça te dit quelque chose ou pas? Les rivières, non. Ouais, je t'enverrai le lien. C'est une super femme aussi que j'ai interviewée qui s'appelle Maïwa. Et en fait, elle raconte l'histoire qui débute par la volonté avec sa maman d'aller aider sa grand-mère au Vietnam qui est malade et qui est atteinte d'Alzheimer, je crois, avec son grand-père. Et finalement, on part sur on va dire, une épopée initiatique pour soigner la lignée féminine de leur famille. Incroyable. Magnifique ce film. Vraiment, je pense que ça te plairait. Je pense que ça plairait à beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast. Et Maïwa, elle fait un super travail en fait de transmission et elle a dit une phrase qui m'a tuée la dernière fois dans un podcast. Je crois que c'était le podcast de la matrescence. Et elle expliquait, elle dit, il y en a marre en fait de cette loi du silence qui est loyale aux anciens qui sont morts. La loyauté, elle doit être pour la nouvelle génération. Yep. And I was like, oh my God. Ah, tes frissons, genre, mais oui. Mais c'est vrai qu'en une simple phrase, elle remet tout en perspective parce qu'effectivement, à chaque fois qu'on te dit ne dis pas que tu as quitté ton boulot, ne quitte pas ton mari, machin, etc., c'est toujours pour préserver des choses qui sont derrière nous. C'est jamais en se projetant vers l'avenir, en fait. Ouais. On est dans la préservation du préexistant et pas dans donnant les ailes à la prochaine génération, au futur, d'aller plus loin que nous sommes allés. Et la préservation de choses qui, la plupart du temps, si tu regardes bien et si tu demandes aux gens concernés, ne leur conviennent même pas. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, même tu vois, on dit patriarcat, etc. Je suis sûre que si on pose la question à nos pères, je pense qu'eux non plus ne sont pas spécialement heureux de certaines situations, mais on alimente parce que c'est comme ça. Parce que, je ne sais pas, c'est figé, parce qu'il faut donner bonne conscience. Donc, tout le monde est malheureux dans son petit cercle, mais tout le monde fait semblant d'être heureux parce qu'on a peur de l'inconnu. Mais tu sais, j'ai écouté un podcast, c'était la personne, je crois que c'était un neuroscientifique, un spécialiste des neurosciences qu'on interviewait, il disait que, ne vous trompez pas, le cerveau humain n'est pas fait pour vous rendre heureux. Le cerveau humain est là pour la préservation de l'espèce et le cerveau humain est programmé pour croire que tu préserves l'espèce en te concentrant sur ce qui t'est familier, même ce qui est toxique. C'est pour ça que quand tu as passé ta vie à manger des chips, boire du coca et pas faire attention à ta ligne, décider du jour au lendemain de manger que des légumes, ton corps va hurler. Décider du jour au lendemain de faire du sport, ton corps va hurler. C'est ton cerveau qui dit non, danger, danger, danger. Et de la même façon, parce que quand tu discutes avec des gens, même des tontons, même des papas par exemple, qui ont, exemple, vécu dans des mariages polygamiques, s'ils sont suffisamment authentiques, ils vont te dire que c'était un enfer pour eux en tant qu'enfants, d'avoir cette lutte de machin, qui va faire ceci, la politique, la haine et tout ça. Ils ont détesté. Ça ne les empêche pas, quelques années plus tard, sous une forme ou une autre, parfois plus informelle, moins officielle, mais ça ne reste pas moins, voilà, de reproduire exactement la même chose, de semer à tout va, sans véritable considération pour les individus que sont leurs futurs enfants.
C'est-à-dire que s'ils se posent rationnellement, ce qu'ils font ne fait aucun sens, mais finalement, c'est ce qui est familier. Et c'est pour ça aussi qu'on a tendance à dire que euh, les gens recherchent souvent, quand tu es enfant, on dit que les émotions auxquelles tu es exposé, surtout les plus vives, sont comme des drogues auxquelles tu deviens accro. Et c'est ce qui fait que si tu as connu le chaos et l'insécurité quand tu étais petit, tu vas avoir tendance, sans le savoir, dans les relations que tu vas commencer à bâtir, à recréer ce chaos-là. Même si tu te plains que on ne me traite pas bien, ça ne se passe pas bien, il y a une part de toi qui recherche ça. Et euh, j'ai hâte que de plus en plus de personnes prennent conscience du fait que euh, voilà, on utilise des mots comme la culture, la tradition, etc., pour en fait justifier le fait qu'on produise des démons qui ne nous servent pas, qui ne servent pas les prochaines générations. On ne sait pas quoi faire d'autre. On n'a surtout pas envie de se retrouver face au vide, de devoir réinventer ce que ça veut dire d'être un père, un homme, un Africain ou une Africaine. Ouais, ouais, et je comprends cette peur en même temps, tu vois. Je pense que nous, on a été forcés. C'est la vie qui nous a forcés. Je pense que si on n'avait peut-être pas eu ces relations-là, on serait sur un chemin plus classique qui nous paraîtrait être le bon chemin aussi. Et pour ma part, c'est maintenant avec le recul, et c'est pour ça que je suis reconnaissante de tout ce qui m'est arrivé, c'est avec le recul que je vois la beauté de ce choix et la beauté de ce vide. Avec le recul que je me rends compte que de sentir ton cœur qui va dans tous les sens, parce que on te dit, ben maintenant, c'est toi l'artiste de ta propre vie, donc prends ta peinture et peins sur ce canevas blanc, et tu te dis, mais une fois que tu as dépassé cette peur initiale-là et que tu commences à peindre et que tu commences à dire, bah, en fait, mais c'est cool, mais même si je me trompe là-dessus, c'est pas grave, je peux revenir dessus. Au pire, quoi, il y aura un trou dans la toile. Enfin, et c'est là où tu commences à avoir ce flow-là et te dire, mais c'est super en fait. En fait, c'est une danse. Je danse avec ma propre vie, je crée ma propre vie. Et donc, si moi je peux le faire, parce que j'ai du divin en moi, mais n'importe qui peut le faire. Ouais. 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 Et c'est ça qui me fascine, moi, et que j'aime avec l'idée de faire du podcast, l'idée d'être dans l'accompagnement coaching, c'est de rappeler aux gens qu'ils sont libres, malgré tout ce Ouais. on a pu leur faire croire. Et donc, c'est une chose de le dire, et puis ensuite, comme tu l'as dit, il faut venir appuyer avec des choses vraiment très cartésiennes. Ok, vous n'y croyez pas, on va regarder au niveau du cerveau ce qui se passe. Et tout ce que tu as dit au niveau des neurosciences, c'est ça qui fait que moi, les neurosciences me passionnent. Pas parce que je suis une geek, parce qu'à la base, j'étais vraiment pas partie pour faire de la science. Mais là, aujourd'hui, ça me passionne parce que je me dis, en fait, c'est comme ça que tu peux te transformer. C'est en créant des nouveaux pathways, nouvelles routes dans ton cerveau que tu peux te modifier et devenir exactement ce que tu veux être et créer la vie que tu veux. Et c'est difficile, je l'accorde. C'est très violent. C'est un vrai combat contre soi-même, mais c'est pas un combat théorique et tout. C'est décider que tu vas te mettre à ton propre compte, mais ton cerveau, lui, a décidé que tu n'es pas fait pour ça, tu sais pas gagner de l'argent tout seul, ça va être la catastrophe, tu vas te casser la gueule, donc il te fait procrastiner sur des choses, donc il te fait annuler des choses, donc il te donne envie de t'auto-saboter en quelque sorte. Et ça marche dans le travail, ça marche dans les relations, ça marche dans tellement de choses. Et ça demande pas seulement du courage, mais aussi de l'éducation. Le fait d'écouter ces podcasts-là, de lire ce contenu sur les neurosciences, sur le développement personnel, sur la loi de l'attraction, sur tout ce que tu veux, te donne les outils pour te combattre toi-même en réalité. Exactement. Et opérer cette transformation-là. Et ce n'est qu'en opérant cette transformation-là. Les gens ont l'illusion, c'est ce qui me fascine par exemple dans l'éducation traditionnelle, les gens veulent le raccourci selon lequel « Oh non, je n'ai pas à me remettre en question, je n'ai pas à travailler en profondeur sur moi, je peux prendre tout mon bullshit et le cacher, excuse my French, mais imposer à mes enfants d'être ma projection de ce qu'un enfant idéal doit être. » Genre, je ne fais pas le travail pour moi, tu vois. Je ne fais pas le travail pour moi, je ne fais pas face à mes démons, je ne remets pas en question les schémas sur lesquels je me suis construit, mais je vais dire à ma fille, tu seras une petite fille modèle, tu vas être ceci, etc. Et la vie expose toujours ces mensonges-là d'une manière ou d'une autre. Oui. Et en vulgarisant ces discours sur le développement personnel, la loi de l'attraction, la neuroscience, tous ces outils qui te permettent d'aller défaire ta perception préconçue de ce que tu es, de ce que tu peux être, pour moi, c'est le vrai outil de la délivrance, en fait. Ce n'est pas juste... élevez mieux vos enfants, c'est sauvez-vous déjà vous-même et ça va permettre par ricochet de sauver qui tu veux autour. Mais c'est toujours plus simple de changer les autres. C'est beaucoup plus simple pour moi de coacher des gens Bien sûr. que de me forcer à briser mes propres schémas. Bien sûr.
Mais ça, c'est clair. Et tu sais, les cordonniers sont toujours les moins bien chaussés. Hein. Mais bon, alors, sur le coaching, parce que les gens vont croire qu'on est carrément, genre, tu sais, les meufs qui sont incapables de faire quoi que ce soit. Mais il y a quand même. Moi, je sais que dans les coachings que je fais, ça me soigne aussi. Parce que je vois, en fait, je me mets maintenant de plus en plus en miroir et de me dire, comme la question que tu te poses dans le truc de l'entrepreneuriat, genre, what would I do if I weren't afraid? Donc, qu'est-ce que je ferais si j'avais pas peur? J'essaie de me poser au quotidien, surtout dans les situations qui sont un peu délicates, genre qu'est-ce que cette personne peut m'apprendre sur moi-même? Parce que je peux dire, oui, elle est comme ça, ah, comment elle fait ça, truc, en tant que coach, genre non mais meuf, tu vois pas que c'est évident de faire ça, mais en quoi est-ce que cette personne est ton miroir? Et la plupart du temps, en fait, tu te prends des bonnes claques en te disant, en fait, ce que je suis en train de prêcher là, j'espère que moi-même j'écoute bien. Et comment est-ce que je l'applique dans ma propre vie? Parce que sinon, c'est là où tu peux devenir imposteur. Donc, tu peux dire, oui, il faut, non mais attends, tu devrais machin. Et toi-même, ça ne veut pas dire que ta vie est parfaite et que tu arrives à tout faire. Ça veut juste dire que tu as au moins le courage d'appliquer les choses que tu dois faire, que tu prêches, tout en te laissant l'espace pour être imparfaite et humaine. Parce que sinon, tu arrives dans une autre sphère du perfectionnisme, qui est d'ailleurs vachement, je trouve, lié à l'idée de la petite fille modèle, et je pense qu'on va en parler dans la version anglaise. Mais comment est-ce que tu fais pour prendre le monde comme miroir et qui te donne des indications sur toi-même, et sans être dans un truc de flagellation, tu vois? Je pense que pour moi, ce processus-là n'arrive pas nécessairement par dans mes trucs de coaching, parce que finalement, je pense que peut-être que ça va évoluer, hein, mais ce que j'offre dans mon activité de coach, c'est l'opportunité de donner à la jeune pro, ou à la jeune pro que j'étais, ce que je n'ai pas eu, tu vois. Ouais. Et c'est cathartique. Est-ce qu'on dit cathartique en français? Ouais. C'est thérapeutique en tout cas, tu vois. Ouais, parce que c'est comme si ça me permettait de soigner le passé, tu vois. Cette fois, je me suis fait avoir dans un processus de négociation, cette fois où je ne me suis pas sentie valorisée, etc. C'est le fait de donner aux autres les outils que moi j'ai acquis, que j'ai appris et que j'aurais aimé avoir à ce moment-là, ça me fait du bien. Ouais. Mais sur ce que tu dis à propos du miroir, pour moi, les plus gros miroirs, c'est les transitions. À chaque fois, et j'en ai fait beaucoup, peut-être qu'inconsciemment, je le fais exprès parce qu'à chaque fois, ces transitions un peu difficiles me forcent à voir mieux qui je suis, ce que je peux être et tout ça. Déménager d'un pays à l'autre, passer d'un boulot à l'autre, mais aussi les interactions avec le sexe opposé, les rencontres, les dates. Pour moi, c'est des miroirs ultra puissants en fait, parce que je suis quelqu'un de relativement introverti et je suis une personne qui s'épanouit dans les relations stables et durables et qui se passe bien, tu vois. Mais il arrive aussi des saisons plus ou moins longues où je ne suis pas en couple et je suis seule. Et durant ces saisons-là, une fois passée la phase la plus, je dirais, vive du traumatisme ou de la peine de la rupture précédente, moi, tout comme les gens envoient leur CV pour aller bosser, etc., je date à fond. Et pour moi, date, non, mais c'est la vérité. Et pour moi, date, c'est simplement aller boire des verres, aller au resto, ou sortir, aller en balade, etc. avec des gars. Tu fais ça une fois, deux fois, peut-être trois fois avec un gars, etc. Très rapidement, plus ou moins rapidement, tu réalises que bon, il n'y a rien de romantique et de durable qui va sortir de là. Et puis, tu passes à autre chose. Mais pour moi, c'est comme un sport, en fait, qui m'oblige à m'analyser différemment, tu vois. De réaliser... Un angle un peu plus de séduction, peut-être, c'est ça? Mais pas que de séduction, c'est presque de la... Quand on parlait de miroir, pour moi, c'est comme un processus itératif pour aller plus au fond de qui es-tu et qu'est-ce qui ne va pas chez toi, tu vois. Par exemple, je te dis... J'adore la bio sur Tinder. Alors, this is an iterative process to check what's wrong with me. Gars, s'il y a des gens qui swipe right, c'est que vraiment... c'est que vraiment, en tout cas, vous aurez de belles conversations, ou alors c'est un sociopathe et ce sera une belle histoire. Ouais. Mais c'est fantastique parce que tu pars à un date avec quelqu'un. Enfin, en tout cas, moi, il y a des situations de date qui ont été soit éclairantes sur le fait de « Ah, j'ai telle qualité. Ah, je suis intéressante parce que ceci, etc. Ah, mais je n'aime pas ça. Dans une autre vie, je serais allée plus loin avec cette personnalité, je n'aime pas ça. Pourquoi est-ce que je me suis imposée par le passé de tolérer ça alors que ce n'est pas moi ?» Tu vois, mais, ouh, this is triggering.
Ah, j'ai une anxiété. Il va aller à un deuxième rendez-vous, mais j'ai pas envie. Mais j'ai pas envie. J'ai même plus envie de lui répondre, etc. Et là, je m'arrête, mais pourquoi tu paniques? Il n'y a pas de raison de paniquer. En Et sécurité. je te dis, cette saison de dating-là, ça m'a même fait retourner chez le psy. Pas spécifiquement à cause d'une personne avec qui j'avais date, mais à cause des choses que j'ai senti remonter en moi. Et c'est presque comme si ça avait une vertu curatrice, en fait. Ouais. Ok, tu vas. C'est comme comment ils appellent ça? Exposure therapy ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que pour voir quelles sont les allergies que tu as, etc., ben, petit à petit, on t'expose à des petites doses de trucs pour réaliser que, il y a un truc avec le maquereau, il y a un truc avec les fruits de mer. Et après, tu peux maintenant aller essayer soit de résoudre ça, soit de savoir que tu dois éviter les fruits de mer, quoi. Mais, j'aime bien. ah oui, non. Les gens ne réalisent pas parce que ce n'est pas politiquement correct aussi, en fait. Ce qui est politiquement correct, c'est d'attendre que ta tata ou une amie te présente un jeune cadre dynamique. Ça ne marche pas, gars. On a essayé. Voilà, qui ne te correspond pas, mais qui te parle dès vos premiers échanges de, bon, est-ce que tu sais faire le bongo parce que je peux t'épouser, hein, tu vois. Bon, voilà. Tu peux être plus créative et dire, écoute, là, je suis en charge de la startup Candace. On ne va pas vivre éternellement non plus. Donc, là, on va aller dans un processus vraiment design thinking, super itératif, de learning fast. Tu fais des rencontres, tac. Et puis, tu affines finalement ta proposition de valeur déjà, les attentes que tu as vis-à-vis de ton marché pour que quand il y a le bon fit product user, market fit, C'est marrant ce que tu me dis, ça me fait vraiment penser à... C'est une nana que je suis sur YouTube, c'est une sexologue. Et c'est une sexologue. Elle s'appelle Shannon Boodram. Elle a une chaîne sur YouTube. J'adore Shannon Boodram. Ok, tu vois, et tu as vu dans son... J'ai lu son livre. Voilà, et c'est exact. Ah, c'est pour ça que tu me parles de ça, du coup. Parce qu'elle a cette approche-là. Cette approche, ok, quelle est ta proposition de valeur, etc. Ok, makes so much sense. Non, mais en fait, moi, mon biais vient plutôt du monde de start-up et du côté duquel je fais le product market fit, etc. Mais qu'est-ce que j'ai aimé chez Shannon? Elle a un côté empowering. Justement, on sort du dating de la petite fille modèle de allons attendre d'aller être choisi passivement et j'ai pas de conversation, etc. Non, allez, comme tu vas à ton interview avec ton A-game pour peut-être être choisi, mais aussi pour choisir le bon employeur, va à ton date avec ton A-game parce que ça a aussi un impact sur ta vie. Je la trouve géniale. Franchement, je trouve génial qu'il y ait plus de femmes et de femmes racisées dans cet espace qui est quand même largement monopolisé par des hommes blancs qui sont souvent d'ailleurs célibataires. Et j'espère que les gens qui sont anglophones, en tout cas, vont s'intéresser à ce contenu-là. Ça te permet d'avoir une vie beaucoup plus riche et d'être beaucoup plus aligné avec toi-même sur différents aspects. Complètement. Et je mettrai toutes les informations par rapport à Shannon Boodram dans la barre d'infos. On va clore la partie française. Upgrade Podcast, une société du groupe Upgrade by Legiums, vous a présenté Amulette Podcast. Un podcast qui vous permet de devenir magicien et artiste de votre propre vie. Présenté par Valérie Legiums, directrice artistique chez Upgrade et coach en créativité et image. Rendez-vous sur upgradepodcast.paris pour découvrir tous nos autres podcasts. Passez une très belle journée lumineuse.